Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 22 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. De nombreux dirigeants de sociétés de management en Belgique ont retiré massivement du cash au premier semestre avant l'augmentation du taux de taxation. Et ça a fait gonfler les recettes fiscales de l'État. Et puis, la région bruxelloise veut lutter contre la fraude dans les titres-services, un système qui a été créé il y a plus de 20 ans pour éradiquer le travail au noir, mais qui a ouvert la porte à d'autres abus. Et après la paralysie d'Ormuz, l'Iran demande à ses alliés Houthis du Yémen de se préparer à fermer le détroit de Bab el-Mandeb, une nouvelle menace qui pourrait perturber le commerce mondial et faire encore flamber les prix de l'énergie. Et enfin, il est le 7e Premier ministre britannique en 10 ans, mais quelle est la vision du travailliste Andy Burnham pour le Royaume-Uni ? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec notre correspondant à Londres, Johan Arsquat. Je suis Ondine ORS et vous écoutez le brief. Le brief. Cette info dès 7h. La région bruxelloise veut s'attaquer à la fraude dans le secteur des titres-services. Les titres-services, c'est un système unique au monde créé en Belgique il y a 22 ans. Des chèques subventionnés par l'État qui permettent aux particuliers de payer des aides ménagères comme le nettoyage, le repassage ou quelques petits travaux du quotidien. C'est aussi l'un des plus gros postes de dépenses de la région bruxelloise. En 2026, le système représente un budget de plus de 300 millions d'euros. Derrière ce dispositif, il y a à Bruxelles 27 000 aides ménagères. À l'échelle du pays, on parle de 150 000 travailleurs qui profitent du système. Les titres-services jouent donc un rôle majeur pour l'emploi, mais selon l'inspection régionale de l'emploi à Bruxelles, les fraudes sont nombreuses. Des sociétés fictives ou encore des faux travailleurs déclarés dans des entreprises, elles, bien réelles. Et le même débat existe en Wallonie où on parle de réformer le secteur. Alors on en parle avec toi, Julien Balboni, bonjour. Bonjour Ondine. Julien, tu suis ce dossier pour l'Écho. Alors, ce système, il est plutôt vertueux à bien des égards puisqu'il offre un emploi déclaré à des gens qui étaient plutôt au noir précédemment. Mais il coûte aussi très cher aux régions, on l'a dit, et ce n'est plus nécessairement tenable budgétairement, c'est ça ? Oui, effectivement, ça coûte environ 300 millions d'euros à la région bruxelloise, plus de 600 millions d'euros à la région wallonne, et on peut dire également que c'est un nid à fraude, c'est ce que remarque l'inspection régionale de l'emploi, en tout cas à Bruxelles. Et il y a beaucoup de réflexions au sujet du titre-service. On sait que la Wallonie pense à faire des économies là-dessus. Et l'une des solutions, ça pourrait être de monter le prix du titre-service ou de baisser la part de la région là-dedans. Mais beaucoup d'observateurs considèrent que ça aura une conséquence principale, la recrudescence du travail au noir. Oui, et on parle de beaucoup d'emplois ici, donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, les titres-services, aujourd'hui, ça représente 150 000 emplois en Belgique. Il faut se dire que c'est quasiment le nombre d'employés dans la construction. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années ? On peut difficilement envisager le statu quo, parce que même si c'est un beau système qui a permis de vraies avancées sociales, il y a encore d'énormes problèmes dans le secteur des titres-services. On peut donc s'attendre à entendre parler du secteur à la rentrée, à la reprise des travaux parlementaires. Merci Julien. L'État belge a touché 3,4 milliards d'euros de précompte mobilier sur les dividendes au premier semestre. C'est un record. Et quasiment 2 milliards ont été récoltés rien qu'au mois de juin. Alors, comment expliquer un tel bond ? Eh bien, la principale raison, c'est un changement de fiscalité entré en vigueur le 1er juillet dernier. Je vous explique. Jusqu'à cette date, les dirigeants de sociétés de management pouvaient bénéficier sous certaines conditions d'un régime appelé VVPR bis. Concrètement, lorsqu'ils se versaient des dividendes, ils étaient taxés à 15% au lieu du taux habituel. Mais depuis le 1er juillet, ce taux préférentiel est passé de 15 à 18%. Et donc, ces derniers mois, de nombreux dirigeants de sociétés de management se sont dépêchés de se verser leurs dividendes avant la fin juin pour profiter une dernière fois du taux de 15%. Et c'est ce qui a fait bondir les recettes de l'État.
La Wallonie va débloquer un budget de 4 millions d'euros pour favoriser le recyclage des textiles. Le gouvernement espère lancer 3 ou 4 projets d'ampleur pour développer des filières et de nouveaux débouchés pour ces matériaux. Parce qu'avec la fast fashion et l'obligation des collectes de textiles, l'offre de matières premières à recycler n'a jamais été aussi abondante. Mais problème, les possibilités de valorisation manquent. Ce financement wallon doit donc permettre de développer de nouvelles capacités de tri avancées. Et on parle de projets d'ampleur puisque chacun devra être capable de traiter 3000 tonnes de textiles par an. Alors pourquoi la filière du recyclage textile a-t-elle du mal à décoller alors que l'offre n'a jamais été aussi abondante ? On a posé la question à quelqu'un du secteur, il s'appelle Adrien Liénard, il est le cofondateur de Isofabrique, une société qui développe des panneaux d'isolation à partir de textiles recyclés. Pendant des années, le secteur s'est concentré sur, et à juste titre, sur le réemploi des textiles qui étaient collectés. Mais maintenant, avec l'augmentation massive des textiles en Belgique, on se retrouve sur les bras avec énormément de déchets textiles. Alors avant, on les exportait, ils étaient traités à l'étranger, etc. Et donc, il n'y a jamais eu de vrai secteur qui s'est développé en Belgique, à contrario des pays limitrophes. Alors, avec cet investissement en région wallonne, Adrien Liénard espère que la situation évolue. Je pense que la région wallonne a compris tous les enjeux au niveau de la filière. Et donc, cet appel à projet, et selon nous, arrive à un très bon moment et un très bon point de départ afin de lancer cette filière de recyclage du textile en Belgique. Et le temps aussi qu'arrive la REP, donc la responsabilité élargie des producteurs à partir de 2028. Cette REP qui doit faire en sorte que les producteurs soient payeurs. Mais on ne peut pas attendre d'ici 2028 parce que, comme vous l'avez dit, la crise textile est très grave pour l'instant en Belgique, pour tous les acteurs. Et donc, il fallait faire quelque chose urgemment et c'est ce qu'a fait la région wallonne. Et l'appel à projet démarrera dès le mois d'août via Walter, la filiale de Wallonie Entreprendre, spécialisée dans le financement de l'économie sociale. Dans son accord de l'été, juste avant de partir en vacances, le gouvernement fédéral a déterminé les modalités pratiques de la mise en vente d'un 5e du capital de la banque Belfius. Et depuis, le dossier a fait un grand pas en avant. Ça fait en effet plusieurs jours déjà qu'un certain nombre de candidats ont obtenu l'accès à la data room. C'est dans cette pièce virtuelle qu'ils peuvent consulter toutes les données économiques et financières sur la banque pour formuler leur offre. Mais pas question de faire des copies ou de partager ces informations, c'est évidemment hyper sécurisé. Alors qui sont ces candidats ? Eh bien pas des banques ou des institutions financières, c'est la volonté du gouvernement, mais pas vraiment de surprise non plus. On parle bien du fonds d'investissement CVC et de l'investisseur star en Belgique Mark Cook. Mais les candidats seraient plus nombreux que ceux pressentis par la banque d'affaires qui a préparé le dossier. En tout cas, ces candidats éligibles ont jusqu'à fin août pour remettre une offre non liante, avec un prix pour les 20% de Belfius, mais aussi avec le délai pendant lequel ils comptent garder cette participation. La guerre se poursuit au Moyen-Orient. Les États-Unis ont lancé une nouvelle salve de frappe en Iran pour la 11e nuit consécutive cette nuit. En riposte, l'Iran vise toujours des navires dans le détroit d'Ormuz et des intérêts américains dans les pays du Golfe. Le blocus du détroit d'Ormuz reste donc à peu près total, mais l'Iran demande cette fois aux Houthis, les rebelles du Yémen, de se préparer à fermer le détroit de Bab el-Mandeb, une nouvelle menace qui pourrait largement perturber le commerce mondial et faire flamber encore un peu plus les prix de l'énergie. Vincent Joris, tu suis la situation au Moyen-Orient pour l'Écho. Alors, ce détroit de Bab el-Mandeb, à la pointe du Yémen et à l'entrée de la mer Rouge, c'est un goulot au moins aussi important et stratégique que celui d'Ormuz. Oui, il n'est pas aussi stratégique pour le transport de pétrole, mais il est tout autant parce qu'il est en fait le point de passage de 15% du commerce mondial, puisqu'en fait, il conditionne le transit par le canal de Suez. C'est aussi un point de transit du kérosène, qui est raffiné en Asie et qui va vers l'Europe, et aussi du diesel. Donc on le voit, c'est en fait la conjonction de la paralysie du détroit de Bab el-Mandeb et de celui d'Ormuz qui provoque un risque de choc pétrolier bien plus grave que le seul blocage du détroit d'Ormuz. Vincent, les rebelles Houthis, à eux seuls, n'ont sans doute pas les moyens militaires d'établir un blocus de Bab el-Mandeb, mais en fait, la simple menace est déjà une arme, c'est d'ailleurs la stratégie de l'Iran.
Voilà, donc en fait, les Houthis disposent de missiles, de drones low cost, de mines, mais ça ne suffit pas pour bloquer le détroit lui-même complètement. En fait, ils peuvent gravement perturber le passage, ce qui suffit à dissuader les armateurs et les assureurs dans la plupart des cas. On parle ici en fait plutôt que d'un effet militaire complet, d'un effet psychologique qui va dissuader simplement les armateurs de prendre le risque. Et c'est donc la stratégie poursuivie par l'Iran, qui utilise ici son proxy, qu'il finance, qu'il contrôle, les Houthis, pour pouvoir obtenir un double effet de pression sur les États-Unis et sur l'économie mondiale. Et avec tout ça, le prix du baril de pétrole a encore grimpé ces dernières heures. Il évolue autour des $92 désormais, contre environ $70 avant le début de la guerre. Et peut-être encore ce chiffre que je trouve interpellant, la guerre en Iran a déjà coûté aux États-Unis au moins 37 milliards de dollars. C'est 30% de plus que la dernière estimation à la mi-mai. Le gouvernement Trump demande d'ailleurs au Sénat une rallonge budgétaire supplémentaire de 67 milliards de dollars pour le Pentagone. I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government. Andy Burnham a déposé ses valises au 10 Downing Street. Il devient ainsi le 7e Premier ministre britannique en 10 ans. Alors pas encore de véritable rupture avec son prédécesseur Keir Starmer, qui l'a pourtant poussé vers la sortie. Le nouveau chef du gouvernement anglais reporte à la fin de l'année son plan pour le Royaume-Uni, mais un plan qu'il prévoit à long terme, à 10 ans. Johanna Squat, tu es notre correspondant à Londres. Alors, le principal défi d'Andy Burnham à ce stade, ce sera surtout d'obtenir le temps qu'il réclame. Oui, et c'est en effet tout le paradoxe de ce changement de Premier ministre, car Andy Burnham a d'un côté rappelé qu'il fallait de la stabilité, et d'un autre côté, il a œuvré depuis des mois à évincer le leader de son propre parti. L'autre paradoxe, c'est que tous les ministres majeurs de son nouveau gouvernement ont travaillé avec Starmer pendant près de 2 ans, donc on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un remaniement déguisé en nouveau projet ou si c'est une transformation plus profonde. Et si c'est une transformation profonde, le problème est qu'elle ne correspond pas forcément au choix fait par les électeurs en 2024, qui ont massivement voté pour le Labour. Cela pourrait être un problème pour Burnham d'ici quelques mois et l'obliger à déclencher des élections générales, comme l'ont fait Theresa May et Boris Johnson dans la même situation. Donc, time will tell. Oui, et la stabilité est donc loin d'être garantie. Et dans son gouvernement, comme tu le disais, il garde quelques anciens membres de l'ancien cabinet Starmer, dont John Healey, ancien ministre de la Défense, qui a été nommé cette fois aux Finances. Est-ce que c'est un signe pour rassurer les marchés ? Alors, c'est en effet une surprise, car il n'était pas du tout annoncé ces derniers jours parmi les prétendants. Et cette désignation de John Healey vise à la fois à rassurer les marchés, les députés travaillistes et les alliés de l'OTAN. Au niveau purement économique, Healey est issu de la mouvance Tony Blair, Gordon Brown, qui a mal fini, mais qui correspond malgré tout à un âge d'or du Parti travailliste. Healey représente aussi une figure assez consensuelle qui parle à toutes les sensibilités travaillistes. Et enfin, il s'est personnellement engagé à maintenir les garanties britanniques vis-à-vis de l'OTAN, avec notamment un passage du budget de la défense de 2,7% à 3,5% du PIB en 2035. Mais comme pour tout le reste, la grande question est de savoir si l'échiquier pourra assumer de telles dépenses sans faire gonfler la dette, sachant qu'elle a quasiment triplé depuis la crise financière de 2008. Et d'ailleurs, les valeurs liées à la défense ont littéralement bondi hier à la Bourse de Londres. Et sur le plan international, le premier grand test d'Andy Burnham sera son attitude face à Donald Trump, notamment au sujet de l'utilisation des bases britanniques par les bombardiers américains à destination de l'Iran. Sur les marchés, ne parlez plus des Magnificent Seven, c'est complètement has-been, il paraît. En tout cas, selon les analystes de la banque américaine Citibank. Non pas que les Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Alphabet, Meta et Nvidia aient subitement disparu de la cote, mais simplement, même s'ils font toujours la pluie et le beau temps sur les marchés américains et au-delà, ils n'évoluent plus de la même manière selon Citibank. Et c'est vrai que jusqu'en avril dernier, il restait dans des fourchettes relativement limitées et affichait des tendances similaires à la hausse ou à la baisse. Mais depuis, Meta, Tesla et Microsoft restent sous leur cours de début d'année, alors que les 4 autres ont fait mieux.
Et pour les stratégistes de Citi, ce n'est plus seulement les fournisseurs d'outils d'IA qui vont guider le marché, mais aussi tous ceux qui les utilisent et qui se démarquent. Et ça fait nettement plus de monde à départager. Alors en attendant de trouver un nouveau petit nom pour tout ce beau monde, on suivra ce soir les résultats de Tesla et d'Alphabet. On arrive déjà à la fin de ce brief qui a été préparé par mon collègue Laurent Fabry. Merci à lui et merci à vous, à toutes et à tous pour votre écoute chaque jour. Je vous dis à demain pour un nouveau condensé de l'actualité économique. Allez, salut! Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé. Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez-en plus sur movetolux.com.